quelles sont les solutions, quelles sont les préconisations, quelles sont les approches que l'on peut mettre en place pour pouvoir résoudre ces pertes. Deuxième outil que j'ai vraiment envie de vous partager, et c'est l'outil dont je suis le plus fan dans le Lean avec le VSM. Ceux qui me connaissent savent que le VSM est mon outil phare parce qu'il permet de fédérer les équipes en transverse. Mais ici, on va voir un outil que j'apprécie le plus et qui parle le plus en fait aux dirigeants et aux managers, qui est d'identifier dans une organisation, dans une équipe, dans des activités en général, où est-ce que ça fait le plus mal. Et on va prendre le concept qui est très connu de la valeur ajoutée et des gaspillages, mais on va aller beaucoup plus en profondeur en s'articulant avec le World Class Manufacturing. Donc le but, ça va être de développer un véritable esprit, un véritable mindset d'entrepreneur. Je me rappelle de cette intervention que j'avais faite dans une entreprise de service qui faisait du business process outsourcing, du BPO, sur les finances, sur des entreprises financières, mutuelles, assurances, et c'est le leader du marché en Europe. Et quand j'intervenais dans ce site de 300 personnes, j'avais interviewé, j'avais observé en fait les différentes activités de production qu'il y avait au sein du site. Il y en avait à peu près une dizaine. Et il y en avait une qui était particulièrement importante, qui représentait une centaine de personnes, pour un client vraiment majeur pour l'entreprise. Et nous avions assez vite identifié une perte que les équipes n'arrivaient pas en fait à formaliser et exprimer en termes de priorisation. Oui, mais il y a plein de gens qui partent, ça nous coûte cher. Mais vous avez remonté le sujet? Mais oui, on l'a remonté, mais on nous dit, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, ça ne peut pas changer, c'est la politique de l'entreprise, d'embaucher en CDD, et on ne peut pas changer. Et en fait, on a quantifié la perte de manière concrète. On a fait remonter les coûts réels de l'entreprise qui se chiffraient à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, sur un chiffre d'affaires de 3 à 4 millions d'euros. Je vous laisse réfléchir, ça fait vite 20 à 30% du chiffre d'affaires qui est amputé par cette perte. La réaction de l'ensemble de la ligne hiérarchique de l'organisation, qui fait aujourd'hui plus de 10 000 personnes, a été sur ce site en quelques semaines radicale. Et ils ont réduit cette perte, ils l'ont divisée par 2 à 3 en juste quelques semaines. Ça a été le plus grand gain d'une transformation de 2 ans, ça a été d'identifier cette perte. Depuis, j'ai développé un radar à perte, à identifier les pertes, et je vais vous le partager. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, on parle de ce concept dans le Lean de valeur ajoutée. À l'origine, on parle de valeur, c'est ce qui apporte de la valeur pour le client final. Donc si c'est la voiture, le client final, est-ce que la voiture répond à ses besoins de déplacement, de confort, etc. et de sécurité? Si c'est un service, est-ce que le service qu'on délivre à notre client final, il a aussi de la valeur, c'est-à-dire il répond à son attente, il répond à ses questions, etc. Donc on pourrait se dire c'est simple. Mais il faut préciser. Si vous prenez par exemple une activité de production automobile, comme une usine qui produit depuis la tôle, l'emboutissage, les robots qui vont souder les différentes pièces entre elles, puis la peinture et l'assemblage, si vous faites toutes ces étapes-là, une étape à valeur ajoutée, c'est une étape pour laquelle le client final est prêt à payer. En d'autres termes, si vous vous positionnez dans la peau du client final, est-ce que vous êtes prêt à payer pour l'entretien de la machine à emboutir? Est-ce que vous voulez, si vous avez une facture détaillée de la voiture que vous achetez, payer pour typiquement la maintenance de la machine à emboutir? Ben, généralement non. On va payer que pour les étapes que l'on perçoit comme une valeur ajoutée, mais en tant que client final. Même chose si vous le faites au niveau en fait, d'un service financier, comme par exemple produire des crédits. Je suis le bénéficiaire du crédit, est-ce que j'accepte qu'à l'intérieur de l'entreprise, l'analyste rediscute ce que le commercial en fait a vendu comme négociation de taux? Non, j'en veux pas. Toutes les tâches qui vont être redondantes, j'en veux pas du point de vue du client final. Tout ça a amené en fait l'origine du Lean de manière, soyons factuels, extrémiste. Ça veut dire qu'on a identifié des tâches dans l'entreprise, dans l'organisation, dans les équipes qui étaient à valeur ajoutée et à non valeur ajoutée. Et autant c'est pertinent, autant ça a rajouté en fait énormément de stress dans les équipes. Imaginez, vous arrivez dans une équipe et vous dites à des personnes, 60% des activités que tu mènes n'ont aucune valeur ajoutée. Perte de sens, démotivation, déprime.
Donc c'est important d'accompagner les équipes lorsqu'on parle de la valeur, de dire c'est la point de vue du client final et de le faire en collectif et de dire, par exemple ce que je présente ici, qu'il n'y a pas juste la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, mais il y a aussi ce qu'on appelle la RVA ou la valeur ajoutée requise. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un minimum de contrôle, d'un minimum de gestion et de management à l'intérieur des équipes pour fonctionner. Et on va aussi mettre des couleurs orange, pas juste du vert pour la valeur ajoutée et du rouge pour la non-valeur ajoutée. Donc c'est vraiment le premier message. Soyons flexibles, gardons l'objectif en tête du point de vue du client final, mais soyons flexibles sur la notion de valeur avec par exemple cette notion de RVA. Ensuite, le Lean est allé plus loin, ou plutôt le Toyota Production System. Il a défini ce qu'on appelle les 3 M. Le Muri, le Mura, le Muda. Alors ça, vous allez en entendre parler partout. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Le Muri, c'est l'excès, l'inflexibilité, le fait que l'organisation, la structure, par exemple, va commander en masse des pièces, des produits, mais va en jeter une certaine partie. La variabilité, le Mura, que nous avons approfondi et que nous approfondissons dans le Lean Six Sigma Flash, c'est aussi comment est-ce que je gère le fait que aujourd'hui j'ai 10 clients, demain j'en aurai 5, après-demain, en fonction des conditions météo, mon activité de production, les êtres humains, on a des variations en termes de performance, en termes de capacité, de connaissances. Donc la variation est partout, il faut l'intégrer. Et enfin, le Lean a aussi énormément approfondi cette notion des Muda, des 7 plus 1 Muda, que je vais vous redétailler maintenant. Alors les 7 plus 1 Muda, c'est quoi? C'est ces Muda moi j'appelle le Tetris, c'est un moyen mémotechnique comme ce jeu qui est facile à retenir, de transport, c'est-à-dire le déplacement des personnes. Le déplacement des objets, le transport, le déplacement des objets, l'ergonomie qui sont les mouvements en fait des personnes. Donc non seulement je transporte les objets, les produits, les pièces, par exemple je vais à la photocopieuse, je suis obligé de déplacer les copies que j'ai faites, ou le dossier du client, et c'est exactement la même chose, je vais déplacer une pièce d'un produit industriel que je vais construire d'une zone A à une zone B par exemple d'intégration. L'ergonomie c'est le déplacement des opérateurs, des ingénieurs qui doivent aller d'un site à un autre site pour comprendre. Le temps d'attente, c'est le temps d'attente que le produit ou le service attend. Et typiquement, ce temps d'attente, il est très grand dans des activités de service, dans des interfaces en fait entre services, puis les reprises, rebuts, retouches, défauts, les inventaires, les stocks, là où les pièces attendent physiquement, mais aussi là où le produit attend avant d'être délivré, le dossier client, crédit, il attend avant d'être délivré. La surqualité, que beaucoup d'ingénieurs, je suis de formation ingénieur et je le vois souvent, moi-même je fais de la surqualité par rapport à mes slides par exemple, par rapport à mes supports, et la surproduction, je produis en trop de quantité par rapport aux besoins du client. Je ne suis pas, on va l'approfondir, en pull, c'est-à-dire que le client demande, je suis en push, j'imprime trop de livres, j'imprime trop de guides, je produis trop de produits, de voitures qui vont rester finalement non achetés. Et enfin, il y a un 8e Muda qui n'est pas forcément officiel, mais qui est souvent repris et qui est validé par l'ensemble des personnes comme le plus grand Muda. C'est les talents qui sont non utilisés. En d'autres termes, les 7 plus 1 Muda, les 7 c'est la partie technique des gaspillages, et le plus 1 c'est la partie humaine. Et dans le livre blanc qu'on a sorti sur le Lean et l'Agile, on précise les 7 Muda en fait du point de vue technique et les 7 Muda du point de vue humain que je n'ai pas représenté ici, mais que je vous invite à aller voir dans ce livre blanc si vous le souhaitez. Alors allons plus loin. Je ne voudrais pas m'arrêter au gaspillage. Le gaspillage, c'est bien, on l'utilise par exemple en Lean Six Sigma pour faire le DILO, le Day in the Life of, qui est un outil qui est intéressant pour voir sur le Tetris, sur les déplacements, l'ergonomie, les temps d'attente, combien de temps on perd. C'est pertinent parce que ça permet de prendre conscience au niveau très terrain où est-ce que je perds du temps. Mais ça ne permet pas de voir l'effet de levier le plus important. L'effet de levier le plus important, il ne vient pas du Lean, il vient du World Class. Et c'est pour moi l'outil le plus puissant que je connaisse en amélioration continue pour identifier là où agir et avoir l'effet, on pourrait dire, domino le plus impactant pour notre business et nos activités. Ça part de cette notion en fait de perte et de coût. Lorsque vous regardez une activité d'entreprise, une activité d'un service, vous allez souvent vous baser sur le budget. Tiens, combien coûtent nos charges? C'est comme si vous preniez toutes les dimensions de votre activité, de performance, de qualité, de sécurité, d'équipement, d'opération, et vous alliez projeter tout le cube multidimensionnel, là j'ai représenté un cube en 3 dimensions, mais on pourrait le faire en 5 dimensions, 7 dimensions, sur une dimension, sur une information qui est les euros, les dollars, combien ça coûte.
et on veut réduire les coûts. Et l'approche budgétaire conventionnelle, c'est d'aller prendre une équipe et de dire, bah, tiens, on regarde toutes tes lignes budgétaires et tu fais 10% sur telle ligne, ah bah, parce que c'est difficile en ce moment. Nonobstant de qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne. Eh bien justement, l'approche World Class ne va pas réduire les coûts, elle va réduire les pertes et elle va relier une perte à combien ça coûte à l'équipe et combien ça coûte à l'organisation. Donc on va avoir une approche multidimensionnelle. On va partir de la manière dont ça fonctionne. Alors je ne vais pas pouvoir aller dans tous les détails et dans toutes les subtilités. Mais un premier prérequis, c'est qu'il ne faut pas considérer le gaspillage comme négatif. Et bien de même, il ne faut pas considérer la perte comme négative. Souvent, quand on présente une activité en perte, je vous ai parlé par exemple de l'activité de la machine à emboutir dans l'industrie automobile, eh bien on pourrait considérer que cette activité-là est une perte. Et donc tous les mainteneurs qui travaillent à maintenir cette machine et toutes les autres machines, sont-ils une perte? Quand vous le dites ça, eh bien pour l'avoir vécu à plusieurs reprises avec de nombreuses équipes de maintenance, informatique ou industrielle, la réaction naturelle c'est d'aller discuter, d'aller challenger et d'aller être en opposition par rapport à cette définition de perte, de ne pas le reconnaître. Par contre, si vous dites que la perte est une opportunité, c'est-à-dire que vous perdez du temps, vous, en tant qu'expert de la maintenance informatique ou industrielle, à maintenir ces équipements parce que vous n'avez pas les bons outils, parce que vous n'avez pas forcément les méthodes, vous n'avez pas les meilleurs supports, eh bien on va vous apporter le moyen d'être encore plus efficace et d'être encore plus fier de ce que vous faites. Vous allez passer en priorité en termes de focus et d'amélioration. Non pas pour réduire vos effectifs, mais pour optimiser votre méthode de travail, pour que vous soyez encore plus fier. Et bien là, vous renversez la vapeur par rapport à le fait que le perte est une difficulté et négatif. Ben, la perte, c'est une opportunité. Tout comme on peut le faire sur le gaspillage dans le DILO, où l'opérateur que vous accompagnez va vous dire « Ah oui, mais moi j'ai fait un gaspillage, je vais être critiqué par la hiérarchie », mais au contraire, on va trouver le moyen avec toi que tu travailles à plus d'activités à valeur ajoutée, ben ça va être exactement la même chose sur une perte. Alors le World Class a cette capacité, je vous montre cet exemple industriel, à avoir catégorisé l'ensemble des pertes d'une entreprise. Ici, par exemple, industrielle. Mais ça se décline très bien au niveau de l'informatique, au niveau du service. Et quand on arrive dans une organisation, on fait ce scan-là. On regarde dans une équipe la manière dont elle fonctionne, dans une entreprise. Est-ce que les équipements, que ce soit des équipements informatiques, que ce soit les machines, les photocopieuses, que ce soit des vraies machines industrielles ou d'autres machines plus complexes, combien est-ce qu'on perd en termes de maintenance, planifiée, de panne, de sous-vitesse? Sur l'informatique, c'est pas mal. La principale perte d'équipement dans une entreprise de service, c'est la sous-vitesse. Ensuite, il y a des pertes sur l'humain, sur les hommes, les femmes, avec un système de management qui est inefficace. On ne prend pas forcément les bonnes décisions, on prend trop de temps à les prendre. Donc là aussi, on va aller le quantifier factuellement. Le temps improductif, c'est-à-dire qu'on a donné une mauvaise décision et que les gens ne savent pas quoi faire. Les méthodes et savoir-faire, ils n'ont pas forcément les bonnes compétences. Il y a une vraie variation entre les personnes. L'automatisme, robotisation, on peut robotiser, on peut automatiser, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas suffisamment. Enfin, il y a des pertes en termes de matière, de défaut qualité, on en a déjà parlé, et des pertes en termes de consommation pour des entreprises RSE, orientées sur l'environnement. Là aussi, on va dépenser trop d'énergie, les outillages, les consommables que l'on fait ne sont pas efficaces. Et le World Class, non seulement il va catégoriser ces 4 grands types de pertes et il va les lister, mais en plus, il va identifier en face, ce que vous voyez à droite, quelles sont les solutions, quelles sont les préconisations, quelles sont les approches que l'on peut mettre en place pour pouvoir résoudre ces pertes, avec des outils comme de la maintenance professionnelle, comme le SMED, qui est un outil du Lean qu'on verra dans la partie flux, Single Minute of Exchange Die, qui permet d'être extrêmement fluide. Pareil sur l'humain, avec le management visuel, la résolution de problèmes, RP, ou du Value Stream Mapping du management. Idem sur de la mise en flux, sur des standards qu'on verra dans la partie flux. En fait, il vous permet d'identifier dans les pertes beaucoup plus que les 7 gaspillages. Parce que les 7 gaspillages, vous allez pouvoir les redire, mais là, vous allez voir des pertes dans l'ensemble des activités et on va vous dire par quelle approche vous allez pouvoir les réduire, voire les éliminer. Et en fait, je vous présente juste pour faire un petit teaser sur cette partie World Class qui est liée aux pertes, c'est qu'on ne s'arrête pas juste à la perte. On regarde la perte qui est à l'origine du phénomène physique, par exemple dans une industrie de process continu comme de la chimie,
vous avez un four qui permet de chauffer des produits, bah, quand le four est en panne, ça va avoir des conséquences parce que les opérateurs qui travaillent sur le four, bah, tant qu'il est en panne, on ne va pas forcément leur attribuer un autre travail et les réallouer directement. Il va y avoir des conséquences en termes d'intervention de maintenance, de main-d'œuvre, de pièces d'équipement qu'il va falloir changer. Eh bien, vous voyez qu'une perte, on va avoir la capacité, j'ai donné l'exemple ici d'une perte industrielle, c'est pareil sur une sous-vitesse informatique. J'ai vraiment un malin plaisir à quantifier quand dans une équipe, je me souviens d'une équipe très précise qui avait identifié des sous-vitesses informatiques parce qu'ils étaient en serveur dédié mais délocalisés et ils perdaient à chaque connexion 3 à 4 secondes. Comme ils se connectaient 20 à 30 fois par heure, eh bien ça leur coûtait 10 à 20% de leur temps. Quand vous avez une équipe de 30 personnes où chacun des individus pour des sous-vitesses IT perd 10 à 20% du temps, vous avez la capacité de gagner 4 à 5 ETP. C'est énorme en faire d'optimisation sur le fonctionnement. En fait, pareil sur le recrutement erroné, vous pourriez prendre chacune des pertes et vous pouvez identifier ce qu'on appelle l'arbre des pertes, les conséquences en termes de pertes. Et là, vous revenez au budget et vous avez ce lien entre la perte, quels sont ses impacts et combien elle coûte, ligne budgétaire par ligne budgétaire. Et vous êtes capable d'anticiper un budget qui est efficace. Donc je vous invite ici, en termes de pratique, à identifier dans vos activités, c'est quoi, sur le schéma que je vous représente ici, le plus de pertes que vous avez, là où il y a le plus de frustration, là où il y a le plus de discussions, là où les gens discutent le plus. Et tout comme je l'ai fait dans cette usine, on va dire, de production-service dont je vous ai parlé de 300 personnes, j'ai écouté, je suis allé voir chacune des équipes et j'ai vu cette équipe de 100 personnes, enfin cette organisation de 100 personnes, j'ai écouté la difficulté qu'ils avaient, c'était des pertes sur l'humain. Ce n'était pas un système de management, c'était un système de gestion des ressources et le fait que les ressources partaient. Et je me suis posé avec eux et j'ai commencé à quantifier. Ok, quand une personne part, qu'est-ce qui se passe? Ah ben on l'a formée. Ça sert à rien. Ok, combien de temps vous avez perdu à la former? Ok, combien de temps il faut former la nouvelle? Combien de temps ça coûte en termes de recrutement? Peut-être qu'il y a des coûts de recrutement de chasseurs de tête en fonction du type de profil, etc. Combien de temps pendant lequel vous ne pouvez pas fournir le service? Donc combien de business vous perdez à cause de ça? Et on a construit une petite matrice qui a permis de quantifier la perte et d'arriver à ces centaines de milliers d'euros dont je vous ai parlé. Et ça a été le changement le plus majeur dans l'organisation sur les 2 à 3 ans de tout ce qu'ils ont vécu. Toute une transformation Lean a été basée sur cette analyse des pertes que nous avons décrite sur le recrutement, ou plutôt la gestion des ressources, sur la partie sous-vitesse informatique et encore d'autres. Donc faites cet exercice et commencez à quantifier. Tiens, quand on a ce problème-là, cette perte-là, c'est quoi les impacts? Ça va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation, comment elle s'articule. Tiens, quand j'ai pas recruté la bonne personne, qu'est-ce que ça me coûte? Ok, quand cette personne est absente, qu'est-ce que ça nous coûte? Quand on a de la sous-vitesse informatique, c'est quoi les impacts? Et faites-le en termes budgétaires. Avec ce point de vigilance que j'ai vraiment validé, attention, hein, si je corrige cette perte, est-ce qu'on s'engage à gagner la perte financière qu'on annonce ici? Nous, on s'est clairement engagé à gagner ces plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui a été le cas en termes de compte de résultats sur cette entité-là. Pour conclure, en fait, ça ouvre la voie à un pilotage d'entreprise que j'appelle d'intrapreneurship qui est tout à fait différent. Et je suis vraiment fan de ça. D'abord, on a, comme on voit ici à gauche, une approche budgétaire conventionnelle où le budget est piloté par le financier, le top, voire le middle management, une fois par an, avec un lead principalement financier et on demande aux gestionnaires, on va dire managers de leurs entités, de leurs services, d'aller piloter leur budget et de faire un suivi. Ok, c'est bien et c'est le constat dans la plupart des organisations. Mais ce n'est pas efficace parce que vous réduisez le budget et vous n'avez pas les effets de levier les plus efficaces, tant financiers que managériaux. Le deuxième niveau, c'est d'aller faire cette analyse des pertes que je viens de vous présenter, d'aller identifier les pertes et d'aller les quantifier par exemple une fois par an ou une fois par trimestre et d'aller les attaquer et de voir l'effet que ça a sur le budget. Là, vous commencez à intervenir au niveau middle, voire bottom management et au niveau top management avec les finances. Et enfin, le troisième niveau, qui pour moi est le Graal et qui parfois nécessite 2 à 3 ans pour y arriver, c'est que vous rendez le terrain responsable
Pas pour les culpabiliser, mais bien au contraire, vous leur donnez les moyens de s'autonomiser là-dessus et de faire remonter les problèmes et de les quantifier. Et c'est l'expérience que j'ai vécue dans cette entité de 300 personnes sur une période de 3 à 6 mois. Quand je suis parti, j'ai demandé au middle et au bottom management qu'est-ce que vous retenez de cette intervention par les pairs. Si on retient un truc, François, c'est 3 managers qui m'ont dit ça sur les 6, c'est quand on a un problème, on va commencer à aller le factualiser, le quantifier et aussi le financiariser et le remonter de cette manière-là parce que, comme par hasard, ça parle beaucoup plus au top management et il y a beaucoup plus de réactivité. En d'autres termes, c'est de l'intrapreneurship à l'état pur. Et là, vous avez un outil magique pour le faire avec le World Class Management. Donc j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Pour que vous le voyez, faites-le vous-même. Prenez cette matrice que je vous ai montrée, regardez le type de perte et commencez à le quantifier avec votre propre petit modèle. Nous sommes en train de développer une approche totalement digitalisée sur cet aspect en fait estimation, quantification des pertes pour que ça se fasse à large échelle, au middle management et au top management pour démarrer.